Nous attendons quelques minutes jusqu'à l'arrivée des étudiants. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Merci d'avance. Bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom de la modélisation mathématique. Ce séminaire se tournera autour de des techniques pour résoudre les problèmes complexes, la méthode des éléments finis pour le débrouillage numérique, l'importance de la population particulière et les équations intégrales dans les problèmes mathématiques. Avec Dr. Jihan Daga, membre du corps professoral de l'Université de Chine. Accordons maintenant la parole à Dr. Jihan. Dr. Jihan, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Dr. Jihan. D'accord. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, nous pouvons. Oui. D'accord. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Jihan Lara, docteur en mathématiques. Euh, je vous présente aujourd'hui un séminaire intitulé La modélisation mathématique et ses applications, et, présenté par moi, membre du corps professoral de l'Université de Médecine. Donc, je vous partage le PDF. Donc, maintenant. Donc, voici le plan. On va étudier les techniques de modélisation mathématique, l'importance de la modélisation mathématique et quelques applications, problème inverse et imagerie médicale. Donc, introduction. La modélisation mathématique consiste à représenter une réalité physique en un modèle mathématique accessible à l'analyse et au calcul. Les modèles sont basés ici sur des équations aux dérivées partielles. La simulation numérique est le processus qui permet de calculer sur ordinateur les solutions de ces modèles et donc de simuler la réalité physique. Donc, plusieurs étapes sont nécessaires. Premièrement, description des phénomènes physiques, c'est le domaine des experts de la discipline concernée par les phénomènes que l'on souhaite étudier, chimiste, physicien ou biologiste. Modélisation, il s'agit à partir de la description qualitative des experts d'établir un modèle mathématique décrivant le comportement du phénomène physique. Donc, la modélisation mathématique sert à décrire le comportement de phénomènes physiques. On s'attache à déterminer les inconnus, variables du problème, par exemple, la vitesse d'écoulement d'un fluide,
la température, etc., ainsi que les données du problème, les paramètres physiques, par exemple, ou encore les contraintes avant d'écrire les équations. Donc, deux remarques à propos de ce modèle. Lorsque le modèle est trop complexe, on peut chercher à le simplifier. Comportement, on peut négliger des paramètres pour rendre le modèle plus simple, hein. Donc, dans la plupart des cas, on ne sait pas calculer une solution analytique explicite. Il faudra alors se résoudre à calculer une solution approchée par des techniques numériques. Donc, le but de la modélisation mathématique, c'est d'approcher le problème. C'est impossible parfois de chercher les solutions analytiques explicitement. Donc, on va approcher la solution par des techniques numériques pour résoudre le problème. Donc, analyse mathématique, bien qu'aucune solution théorique ne puisse être trouvée, il est intéressant de construire un cadre théorique propice à l'analyse numérique, mathématique, pardon, du modèle. On sera amené à considérer des questions relatives à l'existence et à l'unicité des solutions, à leur stabilité ou à d'autres propriétés. Il est en particulier intéressant de savoir si les solutions du problème satisfont les propriétés physiques du modèle, positivité d'une concentration, ou on introduit la notion du problème bien posé. Donc, quatrièmement, c'est la résolution numérique. L'étude de mathématiques va servir à construire les bases de la résolution numérique du problème. Comme les ordinateurs ne peuvent traiter qu'un nombre fini d'inconnus avec une précision donnée, on se ramène à un problème en dimension finie. Donc, on passe de dimension infinie à un problème avec dimension finie. En discrétisant l'espace et le temps, ceci aboutit à la résolution d'un système linéaire ou non. C'est ici que les classes des méthodes de résolution constructive apparaissent. Donc, il existe plusieurs méthodes de discrétisation. Par exemple, la différence est finie et l'élément fini, le volume fini, les méthodes spectrales. Donc, cinquièmement, l'analyse numérique. Une fois que le problème discret est obtenu, se pose la question légitime de savoir si la solution discrète est proche de la solution continue. Donc, après avoir la discrétisation du domaine, donc on va chercher que la norme de la solution par rapport à discrétiser, de la solution exacte par rapport à la solution discrétisée tend vers zéro pour avoir qu'on a à bien faire la méthode des éléments finis. Donc, et en quel sens? Ceci revient à savoir si cette solution discrète converge vers la solution du modèle continu lorsque le nombre des inconnus augmente et si il est possible de connaître la vitesse de convergence de la méthode. Donc, si la vitesse de la convergence de la méthode augmente, donc on a une modélisation mathématique plus fiable et une discrétisation plus fiable. Donc, mise en œuvre, il s'agit d'implémenter la méthode numérique au moyen d'un ordinateur. Pour cela, il est important de sélectionner soigneusement les structures de données et les algorithmes qui constituent le programme de résolution. Il faudra prendre en compte des contraintes de temps, de calcul et des ressources mémoire pour obtenir la solution la plus précise possible. Remarque, notons que le caractère pluridisciplinaire de ce domaine des mathématiques à l'intersection de nombreuses disciplines, physique, chimie, biologie, économie, médecine, informatique. Donc, objectif et perspective, donner des bases qui permettent aux futurs masters ou ingénieurs de créer de nouveaux modèles et de nouveaux algorithmes pour des problèmes complexes. Dans le bureau d'études, de nombreuses décisions sont prises sur la foi
des résultats de calcul, les décideurs doivent pouvoir juger de la qualité et de la fiabilité de calculs présentés. Ceci impose la connaissance des critères garantissant la validité et la pertinence des simulations numériques. Donc, il s'agit des mathématiques tournées vers les applications. Les mathématiciens ont été toujours inspirés par des problèmes pratiques que l'on essayé de résoudre. L'émergence des mathématiques appliquées comme discipline indépendante est relativement récente. Tout a changé avec l'apparition de l'ordinateur. L'ordinateur a fait des mathématiques une science expérimentale. L'analyse des méthodes de calcul sur l'ordinateur et la simulation numérique. Ce progrès ont aussi permis aux mathématiques de s'attaquer à des problèmes beaucoup plus complexes. Donc, exemple de modèle. Par exemple, euh, on va citer quelques exemples de modélisation mathématique. Donc, déformation d'une membrane élastique. Il s'agit de la version bidimensionnelle de la corde élastique. Bidimensionnelle, c'est-à-dire admet deux variables. Tridimensionnelle, c'est-à-dire trois variables. Unidimensionnelle, c'est-à-dire on travaille sur R. Il existe de nombreux exemples de membranes élastiques, la peau d'un tambour, une membrane cellulaire biologiste, les voies d'un bateau, un ballon de fête, etc. Ce sont des exemples de membranes élastiques. Pour modéliser cette situation, donnons-nous un exemple ovaire oméga de R2. C'est quoi un ensemble ovaire? C'est-à-dire, pour tout R strictement positif, la boule de centre X et de rayon R inclus dans oméga, c'est-à-dire elle est loin de sa frontière. C'est ça un ensemble ouvert oméga de R2. Donc la frontière oméga présentait le bord de l'ouverture du contour. Chaque point X de la fermeture oméga bar de oméga représente un point matériel de la membrane lorsqu'elle est étirée sans aucune autre force appliquée. Donc, le problème de valeur aux limites, vous voyez que la déformation d'une membrane élastique est modélisée par ce système. Donc, le problème de valeur aux limites de toute dimension, oméga inclus dans R2, c'est un ovaire, D supérieur ou égal à 1. Moi, Laplacien U égale à F dans oméga, c'est-à-dire moi, Laplacien, elle est donnée par la somme de I égale à 1 jusqu'à la dérivée seconde de U sur la dérivée xi au carré et appeler l'équation de Poisson. Vous voyez ici que le F, c'est une force appliquée sur le domaine et U égale à 0 sur le bord, c'est une condition de Dirichlet. L'équation du poisson apparaît dans de nombreux domaines de mathématiques et de leur application. Par exemple, pour D égale à 3, si F présente la densité de charge électrique présentée dans oméga et que la frontière de oméga est couverte par un matériau parfaitement conducteur, plus généralement, l'équation de Poisson est centrale dans toutes les questions relatives au potentiel newtonien. Par exemple, en électromagnétisme, en gravité classique. Si F présente une densité de source de chaleur dans oméga et la quantité de chaleur qu'elle dégage, alors U est la température d'équilibre dans oméga. Donc ici, le U ici de ce problème représente la température d'équilibre dans oméga. Lorsque les parois de la pièce, le bord de oméga sont conservés à la température 0. C'est-à-dire, vous voyez ici, on a U égale à 0, c'est-à-dire la température ici, c'est égal à 0 sur le bord de oméga. Donc, c'est pourquoi l'équation de Poisson est parfois appelée équation de diffusion car elle modélise également
la diffusion de la chaleur. Donc, l'équation de Poisson, elle modélise la température et donc elle est appelée également la diffusion de la chaleur. Donc, un autre exemple de modélisation mathématique, c'est le coq-mince et la méthode des éléments finis. Donc, les coques-minces sont utilisées dans notre vie quotidienne dans plusieurs domaines. Donc, les équations aux dérivées. Donc, pour modéliser les problèmes physiques et chimiques et biologiques, on a besoin les équations mathématiques aux dérivées partielles, donc décrivent un grand nombre de phénomènes dans notre environnement. Surtout dans les domaines de la physique et de la mécanique. Dans la plupart des cas, il n'est pas possible d'en trouver des solutions analytiques, on a dit ça, c'est-à-dire que le calcul explicite de la solution exacte du genre des équations est souvent hors d'être atteint. Donc, la plupart des problèmes, on ne peut pas trouver la solution exacte, mais on approche la solution. Donc, c'est pourquoi, d'une manière générale, le problème exact est approché par un problème discret qui peut être résolu par les méthodes numériques avec le progrès des performances des ordinateurs et le développement des méthodes numériques, surtout les méthodes des éléments finis qui sont apparues dans les années 1950 et 1951 pour l'approximation de problèmes posés en mécanique des milieux contenus, développés par des ingénieurs puis étudiés par des mathématiciens. La simulation numérique est devenue pour l'ingénieur un outil plus souple, plus facile à réaliser et plus économique que la simulation expérimentale, étant de plus en plus assez substituée. Pardon. On s'intéresse ici à étudier le problème de coque élastique masse par les méthodes des éléments finis, en sachant qu'il existe d'autres méthodes numériques pour approcher les solutions des équations aux dérivées partielles, comme la méthode des différences finies et la méthode de volume fini. Donc, dans la littérature mécanique, une coque mince, c'est quoi une coque mince? Est une structure tridimensionnelle dont l'une des épaisseurs est très petite par rapport aux autres. Donc, ce type de structure apparaît fréquemment dans des constructions courantes, ponts, toits de bâtiments, dans la conception industrielle, turbines, pièces mécaniques, carrosserie d'automobile et même dans le monde vivant, artères, branches. De fait, celles-ci sont des structures légères qui répondent d'une manière efficace aux efforts qu'elles subissent, principalement grâce à la courbure de leur surface. Donc, les coques minces, ce sont efficaces et rigides. Donc, c'est pour cela qu'on utilise les coques minces. Dans le milieu industriel, l'objectif principal est d'obtenir une structure la plus mince et la plus robuste, rigide, c'est-à-dire rigide, possible pour utiliser un minimum de matériaux dans sa construction. Tandis par exemple, en biomécanique, la modélisation et la simulation numérique du couplage fluide structure-masse peut apporter de l'information pour le traitement de diverses pathologies comme les anévrismes.
Depuis plusieurs années, un effort intense pour développer des méthodes des éléments finis pour les structures minces a été déployé, si bien qu'il existe actuellement de nombreuses approches pour construire des éléments finis fiables. Malgré ces efforts, les méthodes des éléments finis souffrent encore de ce qu'on appelle phénomène de verrouillage numérique. Donc, vous voyez qu'on a tout d'abord modélisé le problème. Ensuite, on va chercher une solution. Puisqu'on ne peut pas trouver la solution exacte, on va chercher une solution approchée en utilisant la méthode des éléments finis. Mais pour les coques masses, la méthode des éléments finis souffre de ce qu'on appelle le verrouillage numérique. Ce phénomène se manifeste par la non-convergence uniforme de la solution approchée par élément fini vers la solution exacte. Les méthodes mixtes introduites par Babouchka et Brézy ont constitué un remède par rapport à cette pathologie. Des progrès considérables euh, sont établis pour le problème de poutres et des plaques du type Resner-Medlin par différentes techniques. Malheureusement, pour les coques minces, éviter le verrouillage numérique dans le cadre général reste encore un problème ouvert. La géométrie de la coque, courbure, symbole de Christophe, reste le principal obstacle pour établir la stabilité de la méthode des éléments finis. Donc, ce qui est ce qui est empêché la méthode des éléments finis de rester stable, c'est que la courbure de la coque et la géométrie de la coque sont très délicates. Grâce au progrès technologique, des ordinateurs et les méthodes des éléments et les méthodes numériques et surtout la méthode des éléments finis, la simulation numérique des phénomènes est devenue plus souple et facile à étudier par les ingénieurs et à développer par les mathématiciens. La méthode des éléments finis introduite par les mathématiciens au début de 1950, cette méthode est basée sur la formulation Webb. Donc, la méthode des éléments finis est basée sur la formulation faible, c'est-à-dire on cherche ou bien variationnel, c'est pareil. Formulation faible ou formulation variationnelle, c'est la même chose. Donc, pourquoi on utilise la formulation faible? C'est-à-dire, on cherche une solution faible, c'est-à-dire dans les espaces H1, les espaces de sous-relève H1. C'est-à-dire, par exemple, l'espace H1, c'est que le gradient appartient à L2 de oméga, c'est-à-dire intégrable. Mais pour la solution forte qui est pour les méthodes de différence finie, on utilise les solutions fortes, c'est-à-dire les fonctions continues de classe C2, de classe Cn. C'est ça. Donc, la différence, c'est mieux d'utiliser les méthodes, les éléments finis avec formulation faible, car on peut résoudre plusieurs problèmes. On peut avoir l'existence et l'unicité, même si la solution, elle n'est pas continue. Hein. Donc, elle est uniquement et appartient aux espaces du sous-volet. Il existe d'autres méthodes pour approximer des problèmes, citant par exemple la méthode de différence finie qui s'appuie sur la formulation forte des équations d'équilibre. En utilisant la méthode des éléments finis, on peut remplacer l'espace initial des fonctions test qui est généralement des dimensions finies. Donc, on a dit qu'on peut, pourquoi on approche l'espace pour passer de dimensions infinies à un espace approché de dimensions finies. Lorsque l'espace approché est inclus dans l'espace initial, on parle d'approximation interne ou, ou euh, de Galerkin. Donc, je passe. Donc,
Il est connu depuis longtemps que le verrouillage numérique est un phénomène susceptible d'infecter toutes les méthodes des éléments finis pour les coques masses. Le phénomène de verrouillage apparaît lorsqu'on fait tendre l'épaisseur epsilon vers zéro. Vous voyez, le problème, c'est que l'épaisseur de coque masse est très petite. Donc, si euh, on va tendre epsilon vers zéro, euh, le paramètre epsilon apparaît comme un amplificateur d'erreur entre la solution exacte et la solution approchée par élément fini. Le verrouillage peut être interprété comme la non-convergence par rapport à l'épaisseur. En d'autres termes, toutes les méthodes des éléments finis qui achèvent la convergence pour epsilon fixé se détériorent et échouent lorsqu'on fait tendre epsilon vers zéro. Le verrouillage numérique est considéré comme la majeure difficulté dans l'approximation de l'erreur de structure masse. Et les arguments utilisés dans la littérature pour garantir que telle méthode ne souffre pas de cette pathologie sont rarement exhaustifs. Les approches habituelles pour contourner le verrouillage sont basées sur l'utilisation des éléments finis mixtes. Donc, même pour les éléments finis se détériorent pour les coques masses. Donc, on va utiliser des éléments finis plus évalués, c'est-à-dire les méthodes des éléments finis mixtes. Et la modification de la forme d'énergie. Donc, pour avoir une convergence de la solution approchée vers la solution exacte, on va utiliser des éléments finis mixtes et on va modifier la forme de l'énergie et on va supposer que les coefficients de l'équation de l'énergie sont des constantes pour avoir le résultat. Ils sont basés sur une reformulation mixte. Donc, concept fondamental de la méthode des éléments finis. Donc, approximation de Galerkin, c'est-à-dire, c'est quoi l'approximation de Galerkin, Galerkin c'est approcher le problème initial par une solution approchée, approcher le problème initial par une solution discrétisée. En plus, la solution est unique pour les deux problèmes, le problème initial et le problème discrétisé. Donc ici, certains problèmes elliptiques s'inscrivent dans le cadre suivant. P trouvé U appartient à V tel que AUV égale à L de V. Et si V est un espace de Hilbert, c'est-à-dire espace de Hilbert, c'est un espace complet muni de produits scalaires. AU est une forme bilinéaire continue, c'est-à-dire forme bilinéaire, c'est-à-dire A de lambda X plus x prime y égale à lambda ax y plus ax x prime y. C'est-à-dire, elle est linéaire par rapport euh, les variables. Donc, elle est continue, c'est-à-dire il existe un M tel que AUV, la norme AUV inférieure à M strictement positif, fois la norme de I, la norme de V. Et coercive, c'est-à-dire AUU supérieur à alpha U carré. Donc, ces conditions 5.1, 5.2 et que la forme L une forme linéaire continue garantit l'existence et l'unicité de la solution grâce au théorème de l'axe milligramme. Donc, vous voyez ici que le problème initial sans discrétisation admet une unique solution. Et pour que le problème bien posé, c'est-à-dire il doit avoir une solution pour le chercher. Donc, tout d'abord, on va chercher l'existence et l'unicité de la solution pour le problème initial et pour le problème discrétisé. Donc, pour le problème approché ou discrétisé, c'est la même chose. Elle est définie ici où IH, c'est la solution approchée. Donc, VH est un sous-espace de V de dimension finie. Donc, on a passé de dimension infinie aux dimensions finies. Grâce aux mêmes hypothèses, on peut déduire du théorème de l'axe-milligramme que PH admet une unique solution. Donc, vous voyez ici que ici, on a majoré la solution. Hein. Donc, je passe ici. Donc, approximation par élément fini pour le modèle de Nagdi.
Le modèle de Nagdi, c'est un exemple de coque mince élastique. Donc, c'est quoi? Donc, le problème de Nagdi, c'est pour le coque mince, peut être déterminé comme étant, c'est un exemple de modélisation. Trouver UV appartient à V, tel que UV, c'est égal à un minimum de de E, V, psi. Donc, vous voyez ici que c'est un problème d'optimisation, de minimisation d'énergie. Donc, où E sont donnés par ces équations intégrales et EB, ES, EM, EL désignent respectivement l'énergie de changement de courbure, l'énergie de déformation de ces aimants transverses et l'énergie membranaire et l'énergie de force. Donc, extérieure appliquée à la surface de la coque. Donc, vous voyez ici que on peut montrer que le problème est équivalent au problème variationnel suivant, où A est une forme continue et coercive bilinéaire et elle est une fonction continue. Au théorème de l'axe-mélogramme, on peut montrer que ce système admet une unique solution. Donc, discrétisation par élément fini. Vous voyez ici que ici, on a fait une formulation mixte. Donc, pour le problème, ensuite, on a bien voir que ici, que le problème, même en utilisant, pardon, ici c'est la formulation variationnelle, les éléments finis simples sont passés aux méthodes des éléments finis mixtes. Ici, vous voyez, lorsqu'on a utilisé la méthode des éléments finis simples, le problème ici, la solution, vous voyez ici que la norme dépend de epsilon moins 1. Lorsque epsilon tend vers 0, l'approximation ici de la solution vers la solution approchée, euh, l'approximation de la solution initiale par la solution approchée va se détruire. Donc, vous voyez, se détruire lorsque epsilon tend vers 0, ici, va tendre vers l'infini. Donc, ici, la méthode des éléments finis échoue. Donc, pour se débarrasser de cette verrouillage, on a ajouté une condition mixte de stabilité que l'on appelle la condition F-sub. Vous voyez ici que la majoration ne dépend pas de epsilon à la puissance moins 1, c'est-à-dire on a une convergence uniforme on a une convergence uniforme qui ne dépend pas de epsilon, donc on a se débarrassé de verrouillage numérique. On a déverrouillé le problème pour les coques minces lorsqu'on a supposé que les coefficients sont constants et on a négligé des formes dans l'énergie, dans l'équation de l'énergie. Bon. Troisièmement, un exemple de la modélisation plus important que les coques minces et les autres problèmes, c'est la modélisation et les problèmes inverses. Un problème inverse consiste à déterminer des causes à partir de la connaissance des effets. C'est ma spécialité, donc le problème inverse. Ce problème est l'inverse du problème dit direct, consiste à déduire les effets à partir de la connaissance des causes. C'est à quoi nous sommes plus souvent habitués. Par exemple, localiser l'origine d'un tremblement de terre à partir de mesures faites par plusieurs stations sismiques réparties sur la surface du globe terrestre est un problème inverse. Le problème d'identification de sources de pollution à partir d'un faible nombre de mesures de concentration et c'est un problème inverse. Donc, parmi les domaines dans lesquels le problème inverse joue un rôle important, le problème inverse est basé sur la modélisation mathématique. Donc, c'est chercher des paramètres. Donc, on va voir la différence. C'est quoi la différence entre le problème direct et le problème inverse dans un schéma? Donc, joue un rôle important. Nous prouvons
nous pouvons, entre autres, citer l'imagerie médicale, scanner rayon X, l'ingénierie pétrolière, l'hydrogéologie, la chimie, détermination de constante des réactions, le traitement d'images, restauration d'images floues, des perméabilités dans un réservoir. Donc, par exemple, la détermination de la forme d'un obstacle, vous voyez ici qu'il existe plusieurs applications de problèmes inverses. Donc, par la définition d'un problème inverse donné ci-dessous, nous pouvons voir que le problème inverse risque de poser des difficultés. En effet, il est raisonnable d'exiger qu'un problème direct soit bien posé. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par contre, il est facile d'imaginer que les mêmes effets puissent provenir des causes différentes. Ceci illustre une difficulté de l'étude de problèmes inverses. Ils peuvent avoir plusieurs solutions et il est nécessaire de disposer d'informations supplémentaires pour choisir choisir celle qui correspond à notre problème. Donc, vous voyez, pour le problème direct, la solution provoque des effets. Donc, on cherche les effets. Mais à partir des effets, trouver la solution. Donc, les effets sont variables. Donc, de chercher une solution unique, c'est plus difficile pour le, pour le problème inverse. Pour cela, on va imposer des conditions sur le bord, c'est-à-dire les conditions de Dirichlet ou les conditions de Neumann. Donc, une autre difficulté de l'étude des problèmes inverses est qu'elle demande souvent une bonne connaissance du problème direct, ce qui se traduit par le recours pour sa résolution à des éléments spécifiques à chaque problème traité. Ceci balaie dans l'idée d'une grande méthode miracle valable pour tous les problèmes inverses. Il existe toutefois quelques techniques qui possèdent un domaine d'applicabilité étendu. Celles-ci font l'objet de cette note. Donc, du point de vue mathématique, ces problèmes se répartissent en deux grands groupes. D'une part, il y a des problèmes linéaires qui se ramènent à la résolution d'une équation intégrale de première espèce dans le cas continu euh, ou à, ou à la résolution d'un système dans le cas discret. Le recours à l'analyse fonctionnelle et à l'algèbre linéaire permet d'obtenir des résultats précis et des algorithmes efficaces. D'autre part, il y a des problèmes non linéaires qui sont le plus souvent des questions d'estimation de paramètres dans des équations différentielles ou aux dérivés partiels. Les problèmes non linéaires peuvent se diviser en deux catégories selon le paramètre que l'on cherche à estimer est un vecteur ou une fonction. Les problèmes non linéaires sont plus difficiles et il existe moins de résultats généraux. Bon, le problème direct, c'est-à-dire on a un système de paramètres, on a un modèle mathématique. Le problème direct, c'est voir les observations, c'est-à-dire les lois de la physique nous permettent de prédire des observations, résultats des mesures à partir des paramètres d'un système. Donc, à partir des paramètres d'un système, on a des observations. Donc, on a des résultats. Donc, on cherche, par exemple, la force sur la surface à partir des paramètres ici à l'intérieur. Donc, c'est ça le problème direct. Exemple de problème direct, en optique, par exemple, étant donné une lentille est une distribution des sources lumineuses, déterminer l'intensité lumineuse sur un écran. Donc, vous voyez ici, tout ça se fait par une modélisation mathématique, un problème mathématique sur ça. Donc, en thermique, étant donné un domaine oméga,
vous voyez ici, c'est un domaine oméga muni d'une conductivité thermique A et entourné d'un thermostat à T0, à T0, à des sources de chaleur déterminées T dans le domaine oméga. Donc, vous voyez ici que on a T0, le problème ici, on a T0 et F0, donc on va déterminer T. Donc, la solution ici, T. Donc, vous voyez ici que c'est un problème direct. Donc, on a appliqué ici une force et ici, A est entraîné d'un thermostat à T0. Donc, la méthode, le théorème de l'axe-milligramme nous assure l'existence et l'unicité de la solution ainsi que la stabilité. Donc, un autre exemple, prospection gravimétrique, déterminer une anomalie dans le champ de gravité à partir de mesures en surface. Donc, ici, on va déterminer problème direct étant donné étant donné P ici à l'intérieur, on va calculer F. Donc, c'est un problème direct. L'inverse, étant donné F, on va calculer le P. Donc, retrouver le P, résoudre une équation intégrale de première espèce. Donc, vous voyez ici, c'est la différence entre un problème direct et un problème inverse. Donc, un problème direct est bien posé. En général, un problème direct, c'est-à-dire déterminer euh, les observations à partir des paramètres d'un système, est un problème bien posé. Définition, on dit qu'un problème est bien posé au sens d'Adamar si la solution existe la solution existe, elle est unique et elle dépend continuellement de données initiales. Donc, problème inverse, c'est quoi le problème inverse? On a dit que le problème direct, système paramètres, on a des observations. Donc, pour le problème inverse, on a des observations, on va constituer les paramètres. Donc, retrouver les paramètres d'un système à partir des observations. Le modèle d'observation étant supposé connu, cela est autant plus difficile qu'en pratique. Il faut également prendre en compte le bruit de mesure, la discrétisation, la quantification. Bon. Application pour des problèmes inverses, on va voir l'importance des problèmes inverses et ses applications. Le problème inverse, c'est des modélisations mathématiques finalement. Donc, la tomographie par impédance électrique EIT. La tomographie par impédance électrique EIT cherche à récupérer la distribution de conductivité électrique à l'intérieur d'un corps à partir de mesures des flux, du courant et tension à sa surface. La littérature vaste et croissante reflète de nombreuses possibilités. Application des techniques EIT, par exemple pour la diagnostic médical ou non destructif et évaluation des matériaux. La tomographie par impédance électrique EIT est conçue pour produire efficacement et avec précision des images de la distribution de conductivité à l'intérieur d'un corps à partir des mesures de flux, de courant et de tension à la surface du corps. En raison de plusieurs mérites de le EIT, tels que la sécurité, la faible coût, la surveillance en temps réel, le EIT a reçu une intention considérable au cours de deux dernières décennies. La littérature vaste et croissante reflète de nombreuses applications possibles de l'EIT, par exemple pour le diagnostic médical ou l'évaluation non destructive des matériaux. En médecine, le EIT pourrait potentiellement être utilisé pour surveiller le problème pulmonaire, la détection des caillots de sang,
surveillance ou non invasive de la fonction cardiaque et du flux sanguin, les cancers de prostate et du sein. Donc, et améliorer les résultats électrocardiogrammes et électroencéphalogramme. Donc, puisque le problème inverse est généralement non linéaire, donc rarement bien posé, les techniques de la reconstruction de l'EET à usage généralement sont susceptibles d'échouer. C'est pourquoi il est généralement conseillé d'incorporer des connaissances a priori sur l'inconnue conductivité. Un de ces types de connaissances pourrait être que le corps est constitué d'un fond lisse contenant un certain nombre de petites inclusions inconnues avec une conductivité sensiblement différente. Cette situation se présente par exemple en imagerie du cancer du sein ou en détection de masse ou la détection des caillots de sang. Dans ce cas, l'UIT cherche à récupérer les inclusions inconnues en connaissant, en raison de la petitesse des inclusions, les potentiels de tension associés et mesurés à la surface du corps sont très proches au potentiel correspondant au milieu sans inclusion. Donc, à moins qu'on sait exactement quel modèle rechercher, le bruit dominera largement les informations, pardon, ici c'est les informations contenues dans les données mesurées. De plus, dans les applications, il n'est pas souvent pas nécessaire pour reconstruire les valeurs précises de la conductivité ou géométrie de l'inclusion, l'information qui présente un réel intérêt est leur position et la taille. Donc, c'est le plus important, c'est pas de reconstruire la conductivité, mais c'est de déterminer ou détecter la position et la taille de l'inclusion. Les inclusions sont des anomalies ou peut-être des caillots de sang peut-être sont donc pour détecter le cancer de sein ou de prostate. Donc, un de ces types de connaissances pourrait être que le corps est constitué d'un fond lisse contenant un certain nombre de petites inclusions inconnues avec une conductivité simple. Donc, cette situation se présente par exemple au sein et l'imagerie du cancer de la prostate ou la détection du mythe. Donc, je ne sais pas. Donc, ici, j'ai fait ça. Donc, je vais passer. Donc, profitant de la petitesse des inclusions, de nombreuses reconstructions prometteuses de techniques ont été conçues depuis le travaux de Friedman. Il s'avère que la méthode asymptotique d'inclusion des petits volumes fournit un cadre utile pour reconstruire la localisation et les caractéristiques géométriques des inclusions. Donc, les inclusions sont des anomalies ou des caillots de sang, donc c'est ça. Donc, le but de cette modélisation, c'est que les cellules cancéreuses envahissent le milieu environnant. Le chimiothérapie tend à inhiber la croissance de la maladie. Donc, c'est la modélisation mathématique de ce genre de problème avec problème inverse. Le but, c'est d'inhiber la croissance de la maladie et aussi de tuer les cellules cancéreuses. Donc, la modélisation mathématique de ces problèmes, d'une inclusion élastique, donc le corps, est élastique, donc il est constitué des inclusions élastiques, isotropes homogènes, c'est-à-dire les mêmes propriétés, isotropes homogènes, c'est-à-dire les mêmes propriétés dans tout le corps. Donc, mais on a deux inclusions. Donc, R2 moins D bar est là des constantes de la lambda 0 nu 0. Et
Et lambda nu 1 dans l'intérieur de l'inclusion, c'est-à-dire les propriétés de l'inclusion est différent du propriété du domaine à l'extérieur. Donc, on assume ces conditions pour avoir l'existence et l'unicité de la solution. Soit C0 et C1, les tenseurs d'élasticité dans oméga-d et D, respectivement donnés par ces équations. On a une formulation variationnelle de ce genre de problème. Donc, vous voyez ici, où gradient de U, c'est un demi-gradient de U plus gradient de U transposé et le tenseur de contrainte. Donc, le système électrostatique qui correspond aux constantes de la ME est défini par ce modèle où Laplacien U, c'est la dérivée seconde et ici, c'est grade divergence de U. Donc, vous voyez ici, le problème initial est équivalent au problème variationnel suivant. Et on a prouvé, donc on a cette relation qui donne une relation entre les mesures sur le bord et la forme de l'inclusion. C'est ce qu'on c'est ce qu'on veut chercher. Donc, vous voyez ici que le epsilon, le h, c'est la forme, epsilon, c'est la taille. Donc, vous voyez ici qu'on a une relation à partir de mesures sur le bord. On peut reconstruire la forme d'une inclusion qui nous permet de déterminer de détecter le caillot de sang, de détecter le cancer du sein. Et c'est ça, hein. Donc c'est une formulation très importante. Vous voyez ici qu'elle donne une relation entre les mesures. C'est un problème inverse. À partir de mesures du bord, on peut reconstruire la place et la taille d'une inclusion, c'est-à-dire on peut avoir une idée sur la place et la taille d'une anomalie ou bien du caillot de son. Donc, autre application de la modélisation. Pardon, ici, on peut, avec cette formulation, on peut résoudre le problème de déformation, le problème de corrosion. On peut aussi résoudre, on peut euh, euh, faire des tests de vibration de structure pour détecter des dommages structurels. Donc, c'est une formule très importante. Donc, autre application de la modélisation mathématique, ingénierie pétrolière, comprendre la migration des hydrocarbures, améliorer la production des pétroliers, récupération secondaire du pétrole, injecter de l'eau afin de déplacer le pétrole avec les puits de production. Le captage et stockage du CO2 consiste à capter le CO2 produit par les installations industrielles avant son rejet dans l'atmosphère à l'injecter dans des structures géologiques adéquates pour l'y stocker sur des longues périodes. Donc, vous voyez ici, tout ça, ça fait par des modélisations mathématiques. L'ingénierie pétrolière, comprendre la migration des hydrocarbures, améliorer la production des, gis, des gisements pétroliers. Ensuite, quelques outils utilisés dans la modélisation mathématique. On peut utiliser le FreeFM++, le MATLAB. On peut faire, donc la discrétisation est basée sur le maillage. Donc, un maillage et la discrétisation spatiale d'un milieu contenu ou aussi une modélisation géométrique d'un domaine par des éléments proportionnés, finis ou bien définis. L'objectif d'un maillage est de procéder à une simplification d'un système par un modèle représentant ce système et éventuellement son environnement, le milieu, dans l'optique de calcul, de simulation ou de représentation graphique. Vous voyez ici un exemple de maillage. On ne sait pas calculer la solution des équations. On calcule une solution approchée qui va être très proche de la solution voulue. Vous voyez ici, c'est le domaine. Ici, c'est la discrétisation par des maillages. Ici, on a discrétisé le domaine par des triangles. Bon, donc,
Conclusion, on a vu l'importance de la modélisation mathématique dans notre vie quotidienne et les techniques mathématiques, quotient dérivé partiel et la méthode des éléments finis pour décrire les phénomènes physiques et chimiques et biologiques. Donc, la modélisation est une clé cruciale pour comprendre et modéliser les phénomènes qui nous entourent. Et merci pour votre attention. Donc, on a fini. Merci infiniment à vous, Sœur Hélène. Passons maintenant au partie réponses. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît lever la main, soit l'écrire sur le chat. Quoi? J'ai rien entendu. J'ai dit merci beaucoup pour tous vos efforts. Nous passons maintenant à la partie questions-réponses. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire sur le chat. Personne? Pense qu'il y a personne. Personne n'a des questions. Donc, à la fin de ce séminaire, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, docteur Gilles? Je veux juste vous remercier pour votre présence. C'est ça. D'accord. Merci infiniment à vous, docteur Gilles, pour avoir accepté notre invitation et avoir donné cette suggestion qui est devenue totalement incroyable, car la mathématique entre dans notre domaine dans la vie quotidienne. Malheureusement que je ne connais rien du tout sur les mathématiques, mais nous devons avoir au moins une idée sur ce domaine et je vous remercie infiniment pour avoir donné cette idée. Merci à tous les participants pour avoir participé à ce séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez s'il vous plaît vous inscrire au formulaire pour recevoir votre cas de participation. Merci beaucoup. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription pratique de l'université à partir de notre compte officiel sur Facebook ou à partir de WhatsApp des activités de l'université de Middlesex. Vous informons également que l'inscription au programme d'études universitaires est toujours en cours. Vous pouvez vous inscrire à l'un programme d'études de l'université de Middlesex, que ce soit le média numérique, le management ou bien la technologie d'information. Merci à vous tous et nous vous verrons, Inch'Allah, dans notre séminaire ou bien demain avec le séminaire de Dr. Soufiane. À bientôt.